Bonjour Alain Reboux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Tu es éditeur de Isabelle Sauvage. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta maison d'édition, le nom, quand vous avez commencé, comment vous choisissez vos auteurs? Est-ce que vous publiez que les poésies ou les autres choses aussi, la traduction? Voilà. Alors on a commencé, à vrai dire c'est Isabelle Sauvage qui a commencé dans les années 2000, elle est typographe. Et à partir des années 2000, elle a commencé à faire des livres d'artistes, qui est une tradition littéraire particulière, dans le sens où c'est un dialogue entre un artiste et un auteur, à travers des formes qu'elle choisissait elle-même, la composition au plomb mobile, et souvent des gravures ou des œuvres peintes. Voilà. C'est des livres en petit tirage et pas vraiment en diffusion de librairie. C'est des livres qui se diffusent surtout sur des salons. Voilà. Et puis quelques-uns de ces auteurs avec qui elle a travaillé pour des livres d'artistes avaient des textes plus longs qui étaient impossibles à faire en composition au plomb. Et on a décidé avec elle, moi et elle, de publier ces textes dans des livres, disons, plus classiques, plus accessibles, qui se diffusent en librairie largement. Et puis très vite, une troisième comparse est venue nous rejoindre, qui s'appelle Sarah Clément, qui est une poète. Cette maison d'édition donc est co-dirigée ou co-animée, comme on veut, par 3 personnes. Voilà. Donc les premiers textes qu'on a publiés, c'était des petits textes avec des couvertures sombres, noires, avec du papier. Là on les voit pas parce qu'on est un peu loin du stand. Dans une collection qu'on a intitulée Présent imparfait. On essayait d'avoir des textes qui nous parlent du corps, de l'intime, du singulier en rapport avec l'autre singulier, de comment s'établissaient les interrelations humaines, on va dire, à travers la poésie. Donc j'ai l'impression d'en faire un cours de philo, mais c'est de la poésie. Avec une idée d'essayer de dire quelque chose du point de vue de la personne, des rapports sociaux, des assignations sociales ou de genre, qui traversent nos habitudes et nos positionnements dans la société. Très vite, on a voulu s'ouvrir à d'autres formes littéraires que la poésie ou des textes inclassables, et on a fondé une deuxième collection qui s'appelle Singulier Pluriel, qui est une collection de récits. Pour trancher un peu, c'est des couvertures rouges, papier rouge. Voilà. Donc cette collection est à la fois traversée des mêmes questions que la première collection, et aussi du rapport à l'écriture. Il y a beaucoup de textes qui parlent de l'impossibilité d'écrire, ou de la difficulté à écrire, ou du rapport à l'écriture comme libérateur. Enfin bon, voilà. Et puis très vite, on s'est dit que on allait s'ouvrir un peu au domaine étranger, c'est-à-dire petitement, parce que les traductions c'est toujours lent, c'est toujours compliqué. Mais on a inauguré une collection qui s'appelle Chaos, et cette collection Chaos a l'idée de publier des textes traduits sur des questions plus directement politiques au sens large du terme, ou historiques, ou événementielles, ou voilà, par exemple le premier livre qu'on a publié dans cette collection, ça s'appelle Bosnie-Élégie, qui est le texte d'une jeune américaine sur la guerre en ex-Yougoslavie, mais reprenant une langue très issue de la tradition de l'élégie. Le deuxième texte qu'on a publié dans cette collection, c'est un texte qui s'appelle Le Livre des Morts, et qui commence sur une catastrophe minière américaine dans les années 30, et de Muriel Reykader.
Et ce texte mélange à la fois partie lyrique de cet auteur, témoignages des acteurs de cette catastrophe, cut-up des procès qu'il y avait à ce moment-là. Et on en fait quelque chose un peu ça fait de ce texte quelque chose de symptomatique de notre société, des non pris en compte, de la vie des mineurs à cette époque, mais on peut le déplacer sur d'autres catégories aujourd'hui. Et en plus, la plupart des victimes de cette catastrophe minière étaient des mineurs afro-américains, ce qui en fait aussi quelque chose qui a été délaissé. Voilà. C'est un texte qui date des années 30, mais c'est un texte extraordinaire. Voilà. Et puis on a continué comme ça, au rythme de un par an, à publier des traductions. Et maintenant, on aboutit, toute collection confondue, à peu près 150 titres dans notre catalogue depuis 2007. On a après aussi inauguré une autre collection parce que venant du livre d'artiste, on avait un rapport à la chose visuelle aussi. Donc on a fait une collection texte photo avec l'idée que les photos n'illustraient pas les textes et les textes n'étaient pas un commentaire des photos, mais un cheminement parallèle entre un ou une photographe et un ou une auteur-autrice. Là, on publie un texte, un livre comme ça, tous les 2 ans. Et puis, nous sommes basés dans le Finistère, en Bretagne, dans le Nord Finistère, et dans une petite région qui s'appelle les Monts d'Arrée. Et on organise des résidences sur place de 2-3 mois, soit de photographes, soit d'autrices, parce que pour l'instant on n'accueille que des femmes. À l'idée de la sortie de cette résidence, il y a un livre qui peut être créé, publié, c'est pas obligatoire. Voilà. Et à chaque fois on essaye aussi là de conjoindre une photographe et une autrice pour essayer de travailler dans un même champ, avec toujours l'idée que l'un ne commande pas le travail de l'autre, que l'une ne commande pas le travail de l'autre, et qu'on puisse aboutir à un travail commun. Et au bout de 5-6 ans que nous faisons ces résidences, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre d'une géographie sensible. On pourrait reprendre les mots de Kenneth White là-dessus, sur une idée de territoire sensible qui va bien au-delà des monts d'Arrée naturellement et qui est quelque chose qui représente un habité en soi, quoi. Voilà. Donc je vais essayer d'expliquer comment on choisit nos textes, comment on choisit nos auteurs. Alors bon, il y a comme dans toute maison d'édition, parfois il y a un peu des histoires individuelles de rencontres, etc. qui se font. Au début, c'était des gens qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, des gens qui avaient des textes plus longs et qui avaient déjà publié chez nous, mais en livre d'artiste. Et puis peu à peu, on a reçu plein de manuscrits. On reçoit, je sais pas, 300 manuscrits par an peut-être. Et on avait du mal à choisir à 3 en termes de temps, en termes de capacité humaine, c'est-à-dire il fallait lire ces 300 manuscrits. Donc depuis 3-4 ans, là, on a mis en place un comité de lecture où les 3 fondateurs de la maison d'édition y sont, bien sûr, naturellement. Et mais dans ce comité de lecture, il y a aussi des auteurs qu'on estime avoir une capacité de lire forte, donc on est 7 en tout, et on passe un week-end tous les 6 mois à lire tous les manuscrits qu'on a reçus, et de là on sort en général 2-3, et dans ces 2-3, c'est Isabelle, Sarah et moi qui choisissons en finale ceux qui seront publiés. Alors, parfois c'est les 2-3 qui ils vont directement en publication, des fois on resélectionne nous sachant qu'on essaye d'être à la fois fidèle à nos auteurs, à la fois découverte de voix nouvelles. Des fois c'est un peu contradictoire entre les deux, puisque
On publie 10 livres par an, donc si nos auteurs nous apportent 15 manuscrits et qu'il n'y a plus de place pour les voix nouvelles, si on découvre des manuscrits extraordinaires, on n'a plus de place pour nos auteurs. Donc voilà, des fois les choix sont un peu redoutables pour les gens qui nous envoient des manuscrits, redoutables pour nos auteurs. On a un travail de sélection là à faire qui n'est pas la partie la plus plaisante de notre travail, mais qui est aussi un gage de la qualité de ce qu'on publie. Donc on publie comme ça, en général, sur une dizaine de livres par an, 5-6 de nos auteurs déjà publiés et 4-5 de voix nouvelles. Donc des premières publications. Comme je le disais tout à l'heure, souvent des femmes, parce que les textes qu'on cherche du côté du corps, de l'intime, sont souvent écrits par des femmes. C'est pas... j'ai pas envie d'en faire une théorie, hein, mais c'est une remarque comme ça. Il y a depuis 10-15 ans de plus en plus de femmes qui émergent dans le milieu de la poésie. Et c'est une bonne chose parce que ce milieu a été composé quasiment exclusivement d'hommes pendant des années. Voilà. Et comment vous distribuez vos livres en fait? Alors je vais employer un terme qu'on emploie souvent mais que j'aime pas beaucoup, on s'auto-diffuse et on s'auto-distribue. J'aime pas ce terme auto parce que il devient souvent on entend ce terme un peu comme une dépréciation, comme quelque chose qui marche pas. Nous on a fait le choix de se diffuser et se distribuer nous-mêmes, ça veut dire qu'on y consacre du temps. On a une personne à mi-temps qui fait la diffusion dans les librairies et on a une personne à mi-temps aussi qui s'occupe de la distribution. Enfin, là, c'est un de nous trois qui s'occupe de ça. Ça veut dire par PayPal et par la poste Alors voilà, par la poste. En ligne. Alors, on a aussi un site marchand. Ouais. Est-ce qu'ils sont recommandables dans les grandes librairies ou bien c'est... Les livres sont commandables dans toutes les librairies de France et de Navarre. Nous sommes référencés. Ils sont en disposition dans 80 et 90 librairies en France. Et ils sont commandables aussi directement sur le site internet des éditions. Donc voilà, l'air de rien, on vend 1000 à 1500 exemplaires de livres par an par ce système. Et quand on dépose nous nos livres dans les librairies, on fait un système de dépôt, ce qui veut dire qu'on n'engage pas la trésorerie des libraires. Et c'est au bout de 6 mois qu'on vient voir si les livres ont été vendus ou pas, et c'est à ce moment-là qu'on les facture, les vendus. Le gros problème de l'économie du livre en France, c'est la trésorerie des librairies, donc nous on les engage pas. On engage les librairies à nous accorder un peu de place dans leurs rayons, quoi. Voilà, c'est tout. Ou sur les tables, c'est encore mieux d'ailleurs, des librairies, mais comme ça on a une possibilité d'avoir accès à des librairies qui nous commanderaient pas en ferme, nous commanderaient pas avec des possibilités de retour, etc. Là, il y a juste le dépôt à faire, donc un aller à la librairie. Et si la librairie veut arrêter le dépôt, et ben, ils nous retournent les livres et puis voilà, on n'en parle plus. Donc, mais nous, on sait ce qu'on a vendu comme ça, même si c'est un décalage de 6 mois, 1 an. Et eux n'engagent pas de trésorerie. Est-ce que vous allez toutes les foires, les salons ou... Oui, on fait pas mal de salons, on fait 10-15 déplacements par an, quoi. Au moins 3 salons à Paris, une dizaine hors de notre région et 5-6 dans notre région, quoi, à peu près. Voilà à peu près la présentation des éditions, des livres. Et je te remercie. Si j'ai une autre question, parce que je commence à sécher un peu. Et qu'est-ce que tu penses des problèmes éditoriaux en France? Oh là je suis pas sûr d'être le mieux qualifié pour parler des problèmes éditoriaux en France. Je sais pas. Il y a 2 mondes parallèles dans l'édition. Il y a les grands éditeurs.
qui sont en train d'être dans des manœuvres de rachat, recoupement aux mains de souvent Monsieur Bolloré, ou des gens qui lui ressemblent. Donc ça sent pas bon, on va dire, pour aller vite. Et puis il y a le monde des petits éditeurs comme nous, comme tous ceux qui sont sur la place là du Festival de Sète, sur la place du marché du Festival de Sète, où nous, notre problème éditorial n'en est pas vraiment un. On publie il y a les prix du papier qui augmentent, etc. Donc ça commence à devenir dur. Mais nous, notre problème, c'est de trouver un peu de place en librairie, on va dire, c'est tout. Voilà, on est dans deux mondes séparés. C'est un peu comme une grosse usine de l'agroalimentaire qui fait des tranches de jambon sous plastique et votre petit éleveur d'animaux là à côté de chez vous qui fait ses 2-3 cochons par an et qui voilà, on n'est pas dans le même monde, on n'est pas. La chance en France, c'est d'avoir le prix unique du livre, qui fait que on n'a pas de concurrence à baisser les prix comme il se passe aux États-Unis ou en Angleterre, où les petites librairies indépendantes disparaissent. Donc on a encore des libraires, de nombreux libraires indépendants qui sont énormément qualifiés et qui accordent de la place à ce qu'on fait. Donc voilà, on n'est pas. Voilà. Après, je pense que les regroupements de Hachette, Editis, etc., sont très dangereux à terme. Les livres qui pourraient installer quelque chose de critique dans notre société, mais bon, avant que la poésie. On édite là sur le marché sans doute beaucoup plus de livres de poésie et de récits inclassables que Gallimard, Seuil et Flammarion réunis. Rien que nous, on édite une dizaine de livres par an. Les livres publiés par Gallimard en poésie, c'est 4 par an. Donc si on enlève les collections poche. Donc voilà, on a une place. Et on gardera cette place. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Qu'est-ce que je pense de la poésie? Oui. Oh là, question redoutable ça que tu me poses. Je trouve qu'il y a plein de... Contrairement à les années 70-80 où il y avait des chapelles très fermées, du moins il me semble, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire de la poésie contemporaine en France, mais il me semble qu'il y avait des chapelles très fermées. Aujourd'hui c'est très ouvert. Il n'y a pas de maison de poésie complètement spécialisée dans la poésie sonore ou la performance. Il n'y a plus de poésie du signifiant. Il n'y a plus... voilà, c'est toutes les maisons d'édition brassent un peu tous les genres de poésie et ça donne quelque chose de plus ouvert. Plus accessible aussi et voilà, par exemple on voit bien dans ce festival à Sète qu'on a des poésies très blanches, des poésies performances, des poésies très écrites, des poésies très stylées, des poésies du signifié comme je dis, c'est-à-dire qui privilégient quand même beaucoup ce qui est dit sur la chaîne signifiante. Voilà, donc c'est voilà, très ouvert et comme je disais tout à l'heure, depuis 10-15 ans, beaucoup d'auteurs femmes et ça, voilà, c'est vraiment depuis assez peu de temps, l'air de rien. C'est passé peut-être au début beaucoup par la performance ou des choses comme ça, mais c'est en tout cas, il y a une vraie présence féminine maintenant dans la poésie française et il y a quelque chose peut-être qui émerge depuis quelques années. Moi, je remarque ça au marché de la poésie ou même ici à Sète, un public jeune qui se réintéresse à la poésie, qui n'est plus une histoire de barbe blanche ou de cheveux blancs, et qui désacralise un peu la poésie, son rapport, etc., qui est un peu institué par notre système d'enseignement en France, qui rend la poésie un peu froide, la manière d'enseigner la poésie dans nos collèges et lycées. Et donc et ces auteurs jeunes, et non seulement ils lisent, mais ils écrivent aussi, et ça amène un souffle nouveau dans la poésie, qui peut parfois être un peu proche du slam ou des choses comme ça, mais qui prend de plus en plus d'importance.
Et par ailleurs, il y a quand même aussi, je crois, quelque chose qui est de l'ordre de l'influence des mouvements sociaux, des grèves ou des manifestations qui jouent aussi sur la poésie comme un des lieux de résistance contre la langue de communication, contre la langue marchande, je veux dire, j'ai envie de dire, qui en fait quelque chose où on peut dire quelque chose du réel et pas quelque chose qui est simplement pour communiquer des idées et fermer les portes. Qu'est-ce que tu penses à propos des anthologies et les prix littéraires en France? Oh là, tati tata tata. Bon, les anthologies, moi je trouve que c'est des outils pratiques. Hein, c'est-à-dire que par exemple, on pourrait dire que voilà, si j'ai entre les mains une anthologie de la poésie turque, j'aurais une idée un peu peut-être de ce qui se fait en Turquie. Mais est-ce que ça reflète par exemple? Ça veut dire dans le sens, on peut faire une anthologie, mais il y a autant de poètes, autant de poésie. Est-ce qu'on voit au moins une sélection ou bien seulement c'est un choix de celui qui fait une anthologie. Ça, c'est sûr que c'est une manière de voir les choses. Donc, il faut essayer de voir qui a fait l'anthologie et voir quelle orientation a suivi cette personne qui a fait l'anthologie pour y accorder de la valeur ou pas. Nous, on ne publie pas d'anthologie. Ça ne nous intéresse pas. C'est un travail éditorial particulier. Même dans nos traductions, on nous propose souvent des sortes d'anthologies d'un auteur, c'est-à-dire on a pris quelques poèmes d'un recueil, quelques autres d'un autre recueil, et puis voilà, et on construit un recueil traduit de 15 recueils publiés dans la langue d'origine. Nous on fait pas ça, on prend un recueil et on traduit si ça nous intéresse. On fait voilà. Après il y a aussi, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais il y a 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans maintenant, je ne mesure pas bien, une anthologie de la poésie française qui est sortie, qui avait été composée par Yves Dimano. Et elle est à la fois extraordinaire parce qu'on comprend ce qui se passe des années 60 à aujourd'hui. À la fois c'est un outil merveilleux, mais à la fois c'est les choix d'Yves Dimano et on sent bien qu'il y a quelques auteurs, nous autres français, que nous connaissons qui sont pas dedans et on le regrette. Chacun a ses poètes, de point de départ, des poètes qui nous ont amenés à être éditeurs ou qui nous ont amenés à s'intéresser à la poésie qui est en train de s'écrire et pas la poésie des années d'avant. Et donc c'est un drame quand ils y sont pas dans ces anthologies. Voilà. Donc, mais bon, voilà. Moi, je m'en sers beaucoup pour découvrir la poésie d'autres pays, à vrai dire. Ça me donne une vue comme ça sur la poésie en train de s'écrire. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les anthologies de la poésie qui est en train de s'écrire, qui est contemporaine, pas l'histoire de la poésie dans tel pays, avec des poètes du XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe, voilà. Ça pourrait m'intéresser si je m'intéresse vraiment à un pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, par exemple au Chili, par exemple en Turquie, par exemple au Brésil, par exemple aux États-Unis aujourd'hui. Enfin, bon, voilà. Prix littéraire? Hein? Les prix littéraires. Les prix littéraires. Les prix littéraires, il y a les grands prix littéraires, mais qui touchent surtout le roman, hein, quand même. Nous, en poésie, on n'a que des petits prix littéraires. Donc oui, on envoie nos livres aux prix littéraires. Est-ce que ça facilite les ventes? Je suis pas sûr. Par contre, à chaque prix littéraire, il y a un peu d'argent pour l'auteur. Donc en général, comme les auteurs de poésie, c'est pas des gens très riches, c'est bien pour eux. Voilà. Donc on joue le jeu, nous on envoie les livres à un certain nombre de prix littéraires. Donc on envoie comme ça des livres à, 5-6 prix littéraires. Il n'y en a pas un qui est déterminant par rapport à d'autres. C'est des petits prix en général. Et puis voilà, ça fait connaître cet auteur un peu. Nous on a quelques bandeaux comme ça sur notre table où des auteurs ont eu des prix littéraires. Je suis pas sûr que ça attire plus l'œil que ça, ces bandeaux, mais j'ai pas l'impression ici que je vends plus des livres à prix littéraire que d'autres, par exemple. Mais voilà, c'est surtout, il y a des petites bourses pour les auteurs, et ça c'est bien.
La traduction, sur la traduction poétique, que tu as déjà dit en tant qu'éditeur et en tant que le lecteur, par exemple, est-ce que tu veux dire quelque chose? On dit toujours c'est intraduisible, traduisible. J'ai peu accès aux langues étrangères. Je suis assez mauvais en langue étrangère. Donc c'est en général pas moi qui choisis les textes qu'on traduit. Oui, il y a des. On avait découvert une poétesse américaine qu'on trouvait assez extraordinaire, qui arrivait à mélanger des vocabulaires de l'argot noir du sud des États-Unis avec de l'argot noir du nord des États-Unis, plus des langues, des bouts de langue amérindiennes, etc. Et qui nous faisait un métil-pote des langues orales aux États-Unis. Et on l'a essayé de le faire traduire et on a abouti à un constat, c'est que c'est intraduisible. On n'a pas le champ de vocabulaire en France ou de type d'argot, etc. pour renvoyer à ça, pour en dire quelque chose. On ne va pas mettre de l'occitan à la place de tel argot aux États-Unis ou de telle langue aux États-Unis ou des bouts de breton. Enfin, bon, ça serait, c'est pas traduisible, quoi. Donc, enfin bon, ça pourrait être traduisible, mais c'est très compliqué à traduire. Ça, c'est un affrontement. Je pense que la traduction, une réinterprétation en vérité du texte, c'est un nouveau texte, un autre texte. Je défends assez le point de vue de certains traducteurs sur cette question, c'est-à-dire que c'est pas eux qui fournissent la matière, mais c'est quand même eux qui réécrivent un texte. Donc c'est quasiment un double auteur dans les livres traduits, quoi. Il y a l'auteur de départ et puis il y a le traducteur ou la traductrice qui nous donne une idée de la langue de l'auteur, mais à travers sa propre langue. Et on voit bien quand on a des textes très connus, traduits et retraduits, et on n'a pas du tout la même impression sur les traductions. Voilà, Bartleby, je préfère ne pas, je préférerais pas. Voilà, comment traduisons, comment traduire, elle coule une note. Excusez-moi pour l'accent, je suis assez nul. Voilà, donc chaque traducteur fait des choix et dans ses choix, c'est sa langue à lui qui perce. Est-ce que la poésie, l'art, est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Oui, c'est une nécessité, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une nécessité d'avoir une langue qui est une langue incarnée, qui n'est pas la langue qu'on écoute dans les chaînes d'infos continues ou dans les communications ou dans les... Voilà, c'est... Enfin, après, il y a deux sortes de cultures, pour moi, il y a deux grandes sortes de cultures. Il y a une culture de, on va dire, divertissement, où il s'agit un peu d'oublier nos malheurs du monde en se divertissant. Et moi, je suis pas contre. Je lis aussi des romans assez légers par moments pour me divertir, pour me sortir, pour m'emmener dans un imaginaire. Et puis, il y a une culture d'interrogation, il y a une culture de retour... qui sert à être sujet, à être sur ses deux pieds, dans le réel, et dans un réel singulier, et dans un rapport aux autres. Et c'est pas du vide, c'est incarné, c'est une culture incarnée qui nous sert à s'incarner par rapport aux autres. Et ça, la poésie, je pense, c'est pour la plupart du temps, presque toujours, je pense, dans ce champ-là. Voilà. Après, on sait bien que le cinéma, il y a toute une partie du cinéma qui est du côté du divertissement, mais pas uniquement. Il y a des films on en sort changé. Voilà, on est rentré dans la salle de cinéma d'un certain pied, on sort avec une autre marche, une autre façon de marcher, une autre façon de regarder autour de soi. Voilà, l'art, il y a peut-être les deux à la fois et parfois ça se conjoint, mais c'est indispensable parce que c'est du coup des lieux qui réintroduisent de l'humanité dans le sens où ça réintroduit de l'altérité, ça réintroduit du rapport à l'autre, ça réintroduit des façons de résister, j'ai envie de dire, mais pas au sens politique du terme, mais au sens de résister à la facilité,
Il est beaucoup plus facile de regarder, je pense, les séries américaines de TF1 ou le journal de TF1 que de lire de la poésie, mais en même temps, c'est pas ça qui fait qu'on va être en rapport à l'autre. C'est par contre lire de la poésie, ça nous met en rapport avec un auteur, mais ça nous met en rapport avec tout ce qu'on imagine de l'auteur, puisque l'auteur on ne l'a pas sous les yeux quand on lit un livre, et on imagine ce qu'on veut de l'auteur. Qu'est-ce que tu penses du festival de la poésie de Sète? Ça veut dire que tu viens depuis, je crois, depuis longtemps. Plus d'une dizaine d'années, oui. Oui, j'ai la même chose aussi pour le marché de la poésie de Paris. Je crois que oui, on y va, oui aussi. Donc, est-ce que tu peux nous donner tes impressions? Ouais, là, ça va être redoutable. Non, le festival de Sète, moi, quand je suis arrivé ici il y a plus d'une dizaine d'années, je pense qu'il y avait plus de moyens. Et donc il y avait un travail formidable de découverte de poésie de pays étrangers. Moi j'ai découvert des poètes irakiens ici extraordinaires, j'ai découvert des poètes libyens extraordinaires. Je me rappelle d'une forte impression avec une poétesse espagnole une année. Enfin, bon, voilà, donc il y avait une découverte vraiment de poésie d'autres pays, alors certes du cercle méditerranéen, donc moi je suis pas vraiment de ce cercle-là, je suis beaucoup plus au nord dans la France, mais en tout cas il y avait ces découvertes-là, et puis des invités, des poètes français de qualité aussi, voilà. Je pense qu'il y a de moins en moins de moyens à ce festival, et donc on s'aperçoit que les poètes, souvent les poètes étrangers invités, c'est ceux qui vivent en France, parce qu'il n'y a plus moyen de payer le voyage de Irak, Liban, voire Amérique latine pour certaines années. Voilà, donc du coup il y a, je pense, un peu moins de découvertes. Pour moi en tout cas, du côté dans le domaine étranger. Je connais de plus en plus le domaine français à force de côtoyer des festivals et mes collègues éditeurs, donc j'ai moins de découvertes aussi du côté des Français. Voilà, à peu près ce que j'ai en à dire. Après il y a du monde, il y a du monde. Nous c'est intéressant parce qu'on vend des livres. Voilà, j'aimerais bien un jour que Madame la directrice du festival de Sète invite un de nos auteurs. Ça fait quand même 10 ans qu'on est là, on n'a jamais eu d'invité. Je sais pas, elle doit pas aimer notre catalogue, je lui dis en rigolant si elle regarde. Voilà. Et le marché de la poésie de Paris, c'est complètement différent, parce que là c'est pas un festival, c'est un marché. Donc là on est là clairement pour vendre des livres. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Je ne sais pas combien d'éditeurs sur ce marché, 300, quelque chose comme ça. 500, voilà. Tu vois, j'étais même en dessous du chiffre. Hein. Mais on s'aperçoit que 500 éditeurs de poésie fonctionnent en France, quoi, ce qui est énorme, ce qui est impressionnant. Voilà. Petitement, grandement, moyennement, mais l'air de rien, 500 éditeurs, c'est complètement extraordinaire. 500 éditeurs qui éditent au moins 4-5 livres par an. On n'imagine pas le nombre de poésies, le nombre de livres de poésie édités en France. Et, voilà, alors tous ces livres ne trouvent pas place forcément dans les librairies, mais ils sont quand même diffusés, ils sont quand même distribués, ils sont quand même vendus. Voilà, après ça peut être des fois des petits nombres d'exemplaires, mais c'est quand même, moi je trouve ça complètement fou, voilà, cette diversité qui existe dans ce milieu de la poésie, et cette possibilité, grâce au marché de la poésie, de le faire voir dans la capitale, comme on dit, qui centralise beaucoup de choses dans notre pays, un peu trop. Voilà. Merci beaucoup Alain. Merci. Alors j'ai choisi de lire quelques extraits d'un livre de Claire Lecam, qui est le premier livre que nous avons publié dans notre maison d'édition. Donc c'est assez... Voilà. Et Claire Lecam est une auteure qui a publié maintenant depuis 2007, donc 5 livres chez nous. Et qui est une autrice qui vit dans la région parisienne, malgré son nom qui ne dit pas région parisienne.
Un écho me dit que je ne suis pas vierge, car je sens le romarin et l'acrylique, que mon cœur commence à se montrer mauvais. Je n'ai pas cru au cœur mauvais, à l'acrylique, au romarin. Pourquoi pas? Ça, c'est un livre qui est composé de courts textes comme ça, entre récits et poèmes. Un deuxième court texte. Goutte à goutte, le corps vibre de griffures, d'hématomes, d'échymoses, d'eczéma, d'urée saliveuse. Je ne suis pas une nature morte. La jupe rouge passe dans le courant d'air. Le haut de la cuisse se soulève. L'odeur d'un sexe passe. Je vis avec un clou de girofle dans le nombril. Ce clou vert dans mes pores porte une robe de peluche. Il a ma caresse à chaque instant. Oreille pulpeuse, au corps endormi, poulpe aux bras gourds, en gros un creux. Enfin parvenir à ce sourire, en pulpe, à cette haleine fétide. Bien après la mer, la gelée telle que je l'imagine en saillie sur un rocher de pierre asséchée par le soleil qui nous retient, qui nous aspire du ciel à la terre, de la terre au bras de mer. Pour une transparence visqueuse, bien après la mer, la gelée telle que je me l'imagine en saillie. Ce fut un jour au coin d'une plage, la pierre est à bout de nerfs. Réveillé, les pieds sur l'oreiller, le sourire à la renverse, tout entier de soie de jus de chou, de pommes violettes, jaillit son corps. Cœur de pierre, facile à dire, difficile à être. Je vais te pénétrer tout le temps. La saillie du matin est la meilleure du moment. La couleur change, les yeux s'arrondissent, quelques auréoles blanches se font martiennes. On devient noir, la joue se gonfle, le genou se perd, on devient 3. Je vais te pénétrer tout le temps. Comme une petite goutte de sperme en équilibre sur la feuille du lotus, elle attend de tomber sur la bonne qui ne fait que passer. Huilée, rodée, au moindre effleurement de mâle, toujours en culbute. Merci beaucoup.